Nous sommes jeudi 5 mai 2022. Il est 21h33 sur les ondes du 102,3 FM Radio Centre-Ville. Voici Fraîchement Jeudi. 170e émission de Fraîchement Jeudi, la tribune des communautés de LGBTQIA+, sur les ondes de Radio Centre-Ville. Ce soir, des suggestions de voyage avec Pascal Chalmel de LGBT Voyage. Voyager à l'autre bout de l'Amérique pour faire sa transition. Un récit de courage et de résilience avec Alicia Kazubinka. Des psychédéliques pour traiter certains troubles mentaux à la chronique santé avec le docteur Pierre Côté. Et un roman choc sur les rescapés des premières vagues du VIH indétectable de Dan Lièvre. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Tout cela à Fraîchement Jeudi. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin Chabot. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter pour... À notre chronique voyage, on reçoit Pascal Chalmel de l'agence LGBT Voyage. On recommence à voyager petit à petit. Où aller? On a besoin de conseils rapides. Alors, on parle de 3 destinations très prisées chez les hommes gays. On commence par les hommes gays ce mois-ci. On fera des destinations pour femmes le mois prochain. Bonsoir, Pascal. Alors, bonsoir. Merci de m'avoir invité à nouveau. Oui, comme j'ai dit en introduction, on va parler aujourd'hui d'endroits à visiter pour nos communautés. Particulièrement, cette fois-ci, on va parler des hommes, mais dans une autre chronique, on va parler d'endroits pour femmes. Mais on va parler d'endroits pour hommes et... parce que là, il est temps qu'on parte en vacances. Moi, le premier, là, j'ai hâte. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, Pascal, comme destination là, pour prendre des petites vacances? Alors, je dirais que le premier que je dirais qui, en ce moment, est très à la mode, ce serait à Cuba, à Cayo Guillermo. On a un hôtel que moi-même j'ai séjourné et que j'ai beaucoup aimé, qui est à Cayo Guillermo, qui s'appelle le Mutubembo, qui est un hôtel en tout inclus, qui est directement sur la plage, et qui est vraiment un des premiers hôtels qui a été ouvert à Cuba, un hôtel pour la communauté LGBT. À travers les 3 derniers mois, j'ai vendu peut-être une centaine de passagers. Tout le monde revient vraiment très, très content de l'hôtel. C'est un hôtel d'à peu près 254 chambres qui est très intime. On remarque beaucoup que c'est fait pour la communauté. Partout, il y a le drapeau. Des soirées thématiques le soir avec des dragues, beaucoup de la musique, bon, comme on aime, tout ça. L'hôtel est très ouvert, est ouvert à tout le monde. Là, on parlait des hommes, mais bon, ils acceptent bien sûr les femmes, ils acceptent les trans. Au niveau de la nourriture, bon, on parle de Cuba. C'est sûr qu'avec les problèmes qu'il y a eu dernièrement avec l'Ukraine, les problèmes qu'il y a en ce moment, mais la situation s'améliore de mieux en mieux. Je dirais que les gens qui reviennent ces dernières semaines, j'ai eu des clients qui sont venus, ils m'ont dit que par rapport à peut-être au début de la crise avec l'Ukraine et la Russie, il y a eu des problèmes d'approvisionnement à Cuba. Mais ça s'est bien corrigé et je dirais que c'est un beau produit pour l'été parce que bon, Cuba, c'est bien l'été. On peut y aller au mois de avril, mai, juin, on veut passer une petite semaine. Il y a 2 plages à cet hôtel-là. Une plage en face de l'hôtel qui n'est pas baignable, mais sur le côté de l'hôtel, il y a la grande plage qui sépare avec un autre hôtel. Je dirais que c'est un bon choix. Je trouve que c'est pour quelqu'un qui veut avoir un petit peu de soleil, une belle plage. Ça serait un bel endroit. Vraiment. Pardon? Oui, ça nous manque un peu le soleil, on dirait, hein? Oui, tout à Ouais. fait. Puis bon, je dirais que bon, si les gens, c'est sûr qu'au niveau de l'Europe, pour l'instant, je suis un petit peu encore mitigé au niveau de l'Europe. Je dirais que si on veut un autre endroit pour aller dans le sud cet été ou pour décompresser un peu, on a un petit hôtel qui s'appelle Les Garçons à Playa del Carmen, qui est un hôtel qui est sous forme de gîte, si on veut. Qui est très proche qui est dans Playa del Carmen, si on veut. Donc, si on aime la vie nocturne, si on aime sortir, on n'est pas très loin des plages. Il n'est pas sur la plage, mais c'est vraiment une partie qui est très intimiste. C'est naturiste, homme, donc les gens qui veulent faire du naturisme. Ouais. J'ai souvent la question dans les produits. Malheureusement, toute la saison cette année, Cayo Largo, qui est très populaire d'habitude au niveau de la clientèle homme gay, naturiste est fermé jusqu'au mois de novembre, qui va réouvrir en novembre. Mais pour cet été, cet hôtel-là, à Playa del Carmen, qui est entre Tulum et Cancun, si on veut, c'est vraiment intimiste. C'est quelques chambres, c'est à peu près un 6 chambres, qui offre la restauration aussi là-bas sur place, qui peut être intéressant parce que Playa del Carmen est une ville qui est vraiment le fun.
la 5e avenue avec tous ces restaurants, ces petits cafés. Et la saison, je dirais que en saison été, bon, c'est chaud, mais c'est bien. C'est pour couper un peu de notre hiver qui n'en finit plus. On regarde encore aujourd'hui, on a tous envie de partir dans le sud, là. Ah ouais, Donc, je dirais que c'est pénible ces jours-ci, mais bon, ça va peut-être s'améliorer, puis parce que ça m'amène à ton troisième choix qui est plus proche de chez nous, si je comprends bien. Oui, je dirais que le troisième choix est un produit, moi je ne l'ai pas visité, mais j'ai eu une formation justement ce matin qui parlait de ça, et c'est le Club Med Charlevoix. Pour les gens qui vont pouvoir se rendre sur notre site internet, on a le produit qui est annoncé parce qu'on fait un groupe homme du 3 au 5 juin justement au Club Med Charlevoix. J'ai découvert, avec l'ouverture, il est ouvert il y a à peu près 1 an cet hôtel-là, et c'est un hôtel, bon, c'est de la gamme Club Med, hein, on parle de qualité vraiment Club Med. Je pense que c'est un 4 trident. On retrouve une atmosphère très zen, ils ont construit l'hôtel comme d'une manière très zen pour des gens qui veulent vraiment passer un week-end, un couple, bon, que ce soit femme ou homme qui décide d'aller passer 1, 2, 3 nuits là-bas. On retrouve beaucoup une atmosphère zen, axée sur le yoga, la marche, la bicyclette. Aussi les soirées, Club Med, la nourriture, Club Med aussi, on retrouve la qualité. Il y a 2 restaurants dont le gourmet, et il y a un traiteur et un buffet sur place. C'est un beau produit pour des gens que je dirais, ils sont LGBTQ friendly, si on veut. Ils me l'ont mentionné puisqu'on fait un groupe. Ça peut être un produit alternatif en disant, ah tiens, je vais dans la région de Charlevoix, je vais me payer peut-être 2 ou 3 nuits au Club Med pour l'essayer. C'est des produits qui sont pas forcément à la bourse pour la bourse de tout le monde, parce que c'est quand même un produit qui se détaille aux alentours de 250-300 $ la nuit par personne, mais on retrouve toute l'inclusion du Club Med. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a toute l'inclusion du Club Med. Donc, tout ce qui est les sports, les activités, on s'ennuie pas, les classes de yoga, les classes de gym, il y a un très beau gym à l'hôtel et la vue est splendide. Donc, je dirais que ces 3 produits que cet été, si les gens recherchent à sortir un peu, je dirais que c'est 3 produits qui peuvent être intéressants pour une petite vacance d'été. Ben, Pascal, c'était bref, mais c'était très complet. Alors, c'est clair, on se reparle certainement. On essaiera de se reparler en juin, si possible, et on va parler d'endroits pour les femmes, peut-être. Oui, j'ai un nouveau partenaire, Olivia, puis je suis en train de travailler avec eux autres, justement, pour qu'on discute un peu plus des produits qu'ils offrent pour la communauté. Puis je voudrais inviter aussi tous les gens à aller voir notre merveilleux site internet, www.lgbtvoyage.ca. Donc, tous les produits dont j'ai parlé sont sur notre site internet. Et ce site sera évidemment aussi sur nos réseaux sociaux lorsqu'on va annoncer cette entrevue. Merci beaucoup à toi, Pascal. Une bonne semaine, un bon mois, puis on se rejase en juin. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Je vous laisse, mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver chanté par les charrues. Je vous laisse, mon scraper le appel de bois pour vous rendre à la rue. Je vous laisse, la petite glace dans l'escalier tournant qui vous fera tomber sur. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en priant le soleil dans l'eau à genoux. Je vous laisse les enfants qui s'assomment en se pitchant des balles de neige en glace en pleine face. Je vous laisse les enfants qui ont la langue collée sur les tracks et qui pleurent parce que le train s'en vient. Je vous laisse les enfants mangés par la souffleuse à 4 heures dans un fort trop secret. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer,
Et je penserai à vous assis dans la soupe bleue jusqu'au cou. Je vous laisse le but du Canadien compté par Jean Béliveau sans aide. Je vous laisse les pieds gelés dans la slotch, un transfert entre les dents. Je vous laisse mes chaloupes dans le portique, mes mitaines et ma gratte en plastique. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais. Demain, l'hiver, hein, mon Dieu, des beaux souvenirs de Robert Charlebois. La prochaine entrevue, ben, c'est aussi un récit de voyage, mais c'est d'abord et avant tout un récit de courage et de résilience. Vous connaissez sûrement la personnalité trans Alicia Kazubenka, prix coup de cœur du prix Laura McEachern de l'an dernier. Alicia, aux photos sensuelles et voluptueuses qu'on adore, qu'on la voit sur Instagram et sur Facebook, eh bien, elle revient d'un long voyage, une étape cruciale dans la démarche pour sa transition. Bonsoir, Alicia. Bonsoir. Bon, ben, d'abord, je pense que la question se pose. Comment te sens-tu? Je vais bien. Je vais bien physiquement. Mentalement, ça va un peu moins. Ah bon? Mais ça va. Ça va. C'est sûrement une dépression, je ne vais pas dire une post-hivernale, mais je pense que c'est principalement ça. Je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais c'est ça. Mais sinon, côté physique, ça va. Je me remets petit à petit. Alors, pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, parce que comme je l'ai dit dans la présentation tout à l'heure, tu es une personnalité connue, personnalité publique connue. Tu es une conférencière trans et bon, on t'a vu dans plusieurs événements. Et ceux qui te suivent savent que tu es allé à l'extérieur du pays pour faire des chirurgies très importantes pour toi. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, ça ne nous regarde pas dans les détails, mais disons que c'était quand même sérieux, là. On parle de grosses chirurgies, là. En effet. Donc, j'étais partie exactement à Santiago de Cali, en Colombie, où je suis restée 1 mois et demi. Quand même. Où j'ai eu à avoir 4 procédures d'opération en une shot. Ouf! Donc, c'était 4 différents types de chirurgie. J'ai décidé de vraiment le faire arriver sur place, puisque je me suis dit, tant qu'à y être, pourquoi pas une pierre 4 coups. Donc, c'était de la pure folie, je l'avoue, mais je suis très contente du résultat. Ben, avouons que tu es une personne quand même relative... Ben, tu es jeune encore, alors j'imagine que la santé était là pour t'aider. Mais Exactement. Ouais. Donc, c'est sûr que j'ai fait les tests de bilan sanguin, les tests de cœur. Donc, j'ai fait vraiment tous mes tests avec mon médecin, question d'être sûr que j'avais le feu vert pour y aller. Et sur place, là-bas aussi, ils m'ont fait d'autres plans d'examen pour être sûr que j'étais capable de supporter ces 4 procédures-là en même temps. Mm-hmm. Donc, on parle d'à peu près, d'après ce qu'avait dit l'anesthésiologiste, on en avait à peu près pour 7 heures de temps. Ouf! Et finalement, la chirurgienne a pu le faire en 5h30. Quand même. Donc, c'est quand même... mais je pense que le plus dur, ce n'est pas l'opération, mais c'est la rémission, c'est le rétablissement. C'est vraiment la partie moins le fun de... Mais surtout que tu étais toute seule là-bas, là, parce que pendant 1 mois et demi, tu es partie toute seule. En effet. Alors, je suis partie, j'ai voyagé toute seule et je pense que si je n'avais pas fait des voyages solo auparavant, depuis 3 ans, je pense pas que j'aurais eu le courage de vraiment m'aventurer à aller à 4800 km de Montréal, dans un pays où je ne maîtrise pas la langue, puisque généralement c'est l'espagnol, même si c'est pas forcément tout le monde qui parle anglais. Donc, dans un pays que je ne connais pas, seul, puis comme je te disais tantôt, il y a quand même cette image de la Colombie que forcément aussi en tant que femme, et non pas en même temps femme noire et trans, donc plusieurs couches en même temps d'oppression. Donc moi je me suis dit, oh là là, donc est-ce que je vais revenir saine et sauve? Mais je te dirais que c'est des recherches que j'ai faites pendant
que j'ai commencé il y a à peu près 1 an et demi. Donc, Mhm. j'avais 4 destinations en tête et au fur et à mesure, j'ai éliminé. Donc, j'avais la République dominicaine, qui est très connue et reconnue pour ça, le Brésil, le Mexique et la Colombie. Donc, à chaque fois, j'allais en fonction du montant, des types de chirurgie, des résultats que je pouvais voir sur certaines personnes. Puis voilà, donc mon choix s'est fait sur la Colombie et Ah, je ne regrette vraiment pas. mais il me semble que ces chirurgies-là, elles sont disponibles ici au Canada. Alors pourquoi aller en Colombie pour les faire? Premièrement, c'est question du coût. Ah, Je te dirais, Denis, que si tu me demandais même 1 an, 2 ans en arrière, est-ce que j'aurais pu avoir toutes ces chirurgies-là? Je t'aurais dit que non. Premièrement, puisque disons qu'une seule procédure, par exemple l'augmentation mammaire que j'ai eu à faire, on parle entre ouch! 8 000 à 10 000 dollars canadiens. Ah, je croyais que J'ai eu à faire, excuse-moi, par je exemple, t'interromps. Oui, je croyais que ces opérations-là étaient financées par l'État lorsqu'on parlait d'une personne qui faisait une transition. Alors donc, je me trompe, là. C'est pas financé. non, c'est toutes ces chirurgies que j'ai faites sans compter comme des chirurgies esthétiques. Oh, Donc, elles ne sont malheureusement pas couvertes par le régime d'assurance maladie du Québec. Donc, elles sont toutes couvertes elles sont pas couvertes par la RAMQ. Donc, c'est de la chirurgie esthétique pour eux, alors que ces chirurgies sont nécessaires pour notre bien, notre santé mentale, pour notre bien-être physique. Et je trouve qu'il n'y a pas de prix pour cela, mais malheureusement, il y a beaucoup de travail à faire sur ce côté-là. Il y a juste une seule chirurgie qui est couverte par la RAMQ, c'est la vaginoplastie. mhm. Mais pour le reste, c'est compté comme la chirurgie esthétique. Donc, je n'avais pas le choix voilà, donc, que de payer de ma poche, entre guillemets. Et je me suis dit, bon, une chirurgie me coûte 10 000 dollars. J'ai 4. Donc, on monte, quand je calculais tout ça, j'étais rendu à 42 000 dollars canadiens. Donc, j'étais comme, où est-ce que je vais trouver ça? Donc, je me suis dit, bon, on peut avoir les mêmes résultats si c'est les mêmes, pas mieux, à moindre coût à l'extérieur. Donc, comme ces pays que j'ai cités bien auparavant, et je me suis dit, bon, écoute, Alicia, tu as la possibilité d'être naturalisée, donc on va utiliser ce passeport pour quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, Bravo, là, j'ai bravo. lancé ma campagne GoFundMe l'année passée. Oui. Et avec votre aide et l'aide de beaucoup de gens, c'est ce qui m'a permis vraiment de réaliser en quelque sorte ce projet. Bon, c'est pas encore terminé, alors t'as encore besoin d'argent parce que tout n'a pas été encore payé pour ces procédures-là. Alors, si les gens veulent t'aider, c'est GoFundMe. Comment s'appelle ta campagne si on veut te trouver? Alors, c'est un peu en anglais, mais c'est Help Alicia with Transition and Recovery. Oui. Et je pense que le lien est vraiment disponible sur mon Oui. compte Instagram, sur @Alicia Casablanca en un mot. Et là, je suis rendu un peu plus que la moitié de l'objectif. L'objectif était de 35 000, donc je suis rendu à 20 000. Wow. Donc, quand même, ça fait déjà 10 mois que ça a été lancé. Bravo. Donc, ça m'a permis de faire les 4 premières procédures. Donc là, je suis en convalescence. Donc, les fonds que je vais recevoir pour l'instant vont aider à ma convalescence qui est de 3 mois. Ouais. Et par la suite, pour le restant, ça va pouvoir financer pour la 5e chirurgie qui est normalement pour l'année prochaine, début 2023. Alors, Ou sinon, Alicia, un peu moins. on va terminer ici, mais on ne peut faire autrement que souligner ton courage. Bravo à toi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné le temps et la parole et l'espace aussi. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole.
Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a la gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, voir ce que je me suis promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'avez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole. Je vole. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin-Chabot. Mes chers parents, je pars de Louane, une chanson qu'on a entendue dans ce fabuleux film. Vous vous rappelez, il y a quelques années, la famille Bélier, cette jeune femme qui vivait avec ses parents sourds et muets. Un film qui a été repris par la télévision ou Hollywood, en fait, par Apple Plus, qui s'appelle Coda. Un film qui a été encensé par les Oscars cette année. Donc, c'est le moment de faire la pause. Après la pause, on revient avec la chronique santé et le docteur Pierre Côté, ainsi que le roman Indétectable avec l'auteur Dan Lelièvre.
Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin Chabot. Il est présentement 22h03. De retour en direct au 102,3 FM Radio Centre-Ville, nous revoici dans Fraîchement Jeudi. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin Chabot. Fraîchement jeudi, la tribune des communautés de LGBTQIA+, dans cette deuxième demi-heure, la chronique santé avec le docteur Pierre Côté et le roman Indétectable avec Dan Lièvre. Allô maman bobo, allô maman bobo. Sentez-vous bien avec le docteur Pierre Côté. Bonsoir Pierre, comment vas-tu? Ça va très bien. Oui, tu as décidé aujourd'hui de nous parler de santé mentale, mais cette fois sur un angle assez différent. On va parler des traitements psychédéliques. J'ai décidé de parler encore de santé mentale parce que, peut-être parce que c'est la période de l'année, hein, en plus de la pandémie qui nous rend, cette période-ci nous rend plus sensibles aux problèmes de santé mentale, mais surtout parce que en janvier, Santé Canada a décidé d'autoriser très discrètement, sans tambour ni trompette, les médecins à demander de l'accès à des drogues psychédéliques. Puis là, on parle ici de la psilocybine, les fameux champignons magiques, et le MDMA, l'ecstasy. Et ça, l'autorisé par le biais de son programme d'accès spécial d'urgence à des substances qui ne sont pas commercialisées comme étant des médicaments, donc qui sont considérés illégaux au Canada, pour des patients qui sont atteints de troubles sévères, graves, potentiellement mortels, quand le traitement classique échoue. Je fais juste une petite parenthèse, si tu me le permets. C'était quand même cette annonce-là qui a été faite en janvier par le gouvernement fédéral. C'est venu annuler une décision qui avait été prise en 2013 par notre fameux Stephen Harper, qui avait modifié ce programme-là pour exclure spécifiquement l'obtention des substances psychédéliques à des fins médicales. C'est une question de morale, tout simplement. Ah. Je ferme la parenthèse, je ne peux pas m'en empêcher. Oui, on va s'éviter de parler de ça. Ça va. Mais on est vraiment, je pense, en face de quelque chose qui est de gros, de très important. Il y a des spécialistes qui disent, même Denis Martin, que l'usage des drogues psychédéliques en psychiatrie serait un des plus grands pas en avant dans l'histoire des soins en santé mentale depuis la psychothérapie. On rit pas, là. Moi, je pense qu'on n'y va pas de la main morte, là. Écoute, j'imagine, Pierre, qu'on peut avoir accès comme ça aux substances psychédéliques à des fins thérapeutiques. On peut pas avoir accès comme ça en levant le petit doigt, là. C'est pas j'en veux, là. Effectivement, ça marche pas tout à fait comme ça, puis je pense que c'est très bien ici. D'abord, ce n'est pas toutes les personnes qui ont besoin d'avoir un traitement pharmacologique pour gérer des périodes où il y a de plus grandes frustrations ou s'il y a un problème de dépression passagère. Il existe des critères très spécifiques quand on parle de dépression majeure. Puis encore mieux, il existe des interventions qui sont très efficaces et beaucoup moins coûteuses pour traiter ce type de problème-là. Je pense à l'hygiène de vie.
Une bonne alimentation, le sommeil, l'exercice, le yoga, la méditation, surtout la méditation pleine conscience. C'est vraiment dans des cas plus sévères qu'on va avoir accès, qu'on va utiliser la psychothérapie puis les antidépresseurs. Il y a une certaine gradation dans les moyens à prendre pour traiter les troubles de l'humeur. Mais Santé Canada, de ce côté, lui reconnaît quand même les bienfaits des drogues psychédéliques à des fins thérapeutiques pour soigner, entre autres, pas entre autres, mais l'anxiété, la dépression, le trouble obsessif compulsif, le problème de consommation de substances psychoactives et il y a des données très intéressantes sur le trouble de stress post-traumatique. Mais vraiment, leur utilisation est restreinte aux cas qui sont réfractaires au traitement conventionnel. Alors, pratico-pratique, là, comment ça fonctionne tout ça? Juste pour préciser, en fait, avant que l'usage de kétamine pour traiter les dépressions réfractaires est déjà autorisé depuis quelques années. À Montréal, entre autres, il existe quelques cliniques privées qui le font. Peut-être quelques hôpitaux aussi, là, mais je ne suis pas tout à fait certain. Mais pour la kétamine, c'est la substance elle-même qui a l'effet antidépresseur. Alors, c'est une perfusion. Les gens sont admis dans des centres. Ils reçoivent une perfusion intraveineuse à des microdoses de kétamine à des intervalles vraiment très contrôlés et bien déterminés. Les personnes ressentent en général très peu d'effets euphorisants. À vous déplaire. Oui, ça peut être décevant pour certains. Mais ça semble pas être le même processus pour... un petit peu, il faut que je lise ça bien avec mes yeux. La psychocybine. La psilocybine, c'est le projet actif des champignons. Alors, est-ce que je me trompe là, que c'est différent pour ça? Non, pas du tout. En fait, on l'utilise dans un contexte de psychothérapie psychédélique. C'est un peu intriguant à entendre, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça ressemble à quoi la psychothérapie psychédélique? C'est pas quelque chose qui est simple. On parle ici des séances de psychothérapie qui sont sous l'influence de la psilocybine ou du MDMA. Donc, cette espèce d'expérience psychédélique permettrait d'ouvrir des portes dans notre cerveau pour exposer les personnes à des conflits intérieurs. C'est des psychothérapies qui durent en général de 4 à 8 heures. C'est pas rien. Quand même, oui. Donc, tu peux comprendre assez facilement que pour superviser ces séances-là, ça prend des psychothérapeutes qui sont très formés et très compétents. Moi, je ne joue pas comme ça avec le cerveau des gens. Donc, ça commence par le dépistage. Le dépistage est très, très rigoureux. On s'assure que la personne peut suivre ce type de traitement de façon sécuritaire pour sa santé mentale. Donc, on vérifie des facteurs de risque c'est vraiment primordial. Et les personnes sont très, très bien préparées pendant souvent quelques rencontres pour gérer adéquatement le contexte dans lequel l'expérience va se dérouler. Ça ne se fait pas dans un bureau, c'est dans un contexte qui est différent d'une personne à l'autre. Et en général, c'est assez impressionnant. C'est 2 à 3 séances suffisent. Et là, on parle quand même de traitement de dépression réfractaire. Là. Ils ont tout essayé. Est-ce qu'on peut s'attendre que dans un avenir rapproché, là, l'utilisation des psychédéliques à usage thérapeutique, là, ça soit plus facilement disponible? En fait, honnêtement, je pense qu'encore pour plusieurs années, ça va être un usage qui va être plutôt restreint. Même si les études sur lesquelles s'est basé Santé Canada pour autoriser son utilisation de par son programme d'accès spécial, ce sont des études qui étaient sérieuses, qui ont été publiées dans des revues très rigoureuses et bien renommées. Les résultats ont été bien intéressants, mais c'est quand même des études qui ont été effectuées sur des nombres restreints de patients. Donc, c'est un peu préliminaire, si on peut dire.
Puis à Montréal, on est chanceux quand même. Il y a vraiment des équipes au CHUM, à McGill, entre autres, qui sont très actives dans ce domaine-là, qui font vraiment des leaders dans le domaine. Mais il faut vraiment, il y a des études qui sont en place, il faut en avoir, c'est bien important. Des études qui soient faites sur un nombre beaucoup plus important de patients pour confirmer les résultats des études qui ont été publiées sur des plus petits nombres. C'est important aussi d'avoir des études qui vont démontrer quelle serait la place de l'usage des substances psychédéliques dans l'arsenal thérapeutique ou même dans l'algorithme de traitement des dépressions réfractaires. Est-ce qu'on peut éventuellement l'utiliser d'emblée avant d'utiliser des antidépresseurs, par exemple? Je pense que ça, on a besoin. Il manque de données, puis il faut que ça se fasse. Et ces données-là doivent se faire. Il y a aussi que ça va prendre une infrastructure particulière pour ce type de psychothérapie. Ça prend des gens qui sont très bien formés. Une des barrières à l'accessibilité va certainement être le fait que ça prend des spécialistes, mais qu'on ne pourra pas faire de haut débit. Dans une psychothérapie de 8 heures, on peut s'imaginer que tu n'en fais pas 3 par jour. Ça va coûter cher. Ouais. Donc, bon, à la blague, là, on est mieux d'aller voir son dealer, là, si on se sent déprimé. Là. On dit que c'est à la blague, mais je pense que ça va être incontournable quand ça va être connu que les gens qui se sentent déprimés vont être tentés de régler leurs problèmes en allant s'acheter des champignons magiques. Ça va être l'accès va être beaucoup plus rapide, mais honnêtement, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Les thérapies psychédéliques, c'est vraiment pas pour tout le monde. Il y en a, ça peut faire tout à fait l'effet contraire à ce qu'on souhaite. Quand on achète ce type de substance sur le marché noir, c'est bien démontré. La pureté peut varier vraiment d'un dealer à l'autre ou même d'une semaine à l'autre. Les recettes ne sont pas... Il faut savoir quand même qu'on utilise dans ces cas-là toujours des microdoses. Donc, souvent décevantes pour ceux qui veulent avoir un effet psychédélique, si on peut dire. Donc, et ça doit vraiment être supervisé parce que faut être capable de bien enligner les gens dans leurs pensées. Et ça, c'est ce qui, moi, m'impressionne le plus. Essayez pas de vous auto-traiter. Je pense que c'est pas une bien bonne idée, mais c'est vraiment un avenue très, très prometteuse. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'enfer ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma, qui me fait mon cinéma. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir, comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire, comme des châteaux de cartes.
Le Monde est Stone, une très 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 belle version de Slimane. Je trouvais que ça faisait peut-être un bon lien entre le sujet dont on vient de parler avec le docteur Pierre Côté, c'est-à-dire l'utilisation de drogues psychédéliques dans le traitement de certaines conditions de maladies mentales. Euh, En même temps, ben, ça nous amène aussi à parler de vivre avec le VIH quand on est un rescapé de cette maladie. En fait, c'est pas un ouvrage autobiographique, c'est un peu autofictif. C'est un ouvrage important, intéressant, indétectable. Le premier roman de Dan Lelièvre, dont il vient nous parler ce soir à Fraîchement Jeudi. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Comme je viens de le dire en présentation, c'est ton premier roman. Et c'est un roman quand même qui n'est pas rien. C'est un roman qui parle de vivre avec le VIH quand on l'a depuis très longtemps. Hein, les vétérans, les rescapés de la première vague. Ben justement, parle-moi un peu de ce roman. Pourquoi ce roman? Pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que justement, le vocable indétectable, ça m'interpellait parce que ça voulait dire aussi être invisible et pas seulement ne plus pouvoir transmettre le VIH. Donc, j'ai voulu questionner ce vocable-là et aussi pour d'autres raisons. Je voulais aussi parler de la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé vraiment? Est-ce qu'il y a seulement la transmission du VIH qui a changé? À partir des années 80, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les circonstances socio-affectives qui ont accompagné ce trajet d'un narrateur qui aurait vécu les deux périodes, celle d'avant, que j'ai voulu faire correspondre avec les débuts de la Première Guerre, comme l'appelle le vétéran du sida dans le roman. Le narrateur se considère comme un vétéran. Et aussi, qu'est-ce qui est arrivé par la suite, les conséquences de ce trajet. Et donc, ça donne ce roman indétectable, mais on se rend compte que tout ce questionnement à savoir d'être indétectable, mais ne pas être invisible, ça amène à des conséquences ou à des expériences quand même assez difficiles. Et parlons-en, la drogue, le cristal meth qui est vraiment gros chez... Ouais, entre autres. Ouais. Mais il n'y a pas seulement ça. En fait, je voulais pas que... en fait, c'est un narrateur qui représente à peu près tout ce qu'on peut avoir comme problématique. Je prétends pas que tout le monde a vécu toutes ces choses à la fois, mais je voulais que le narrateur puisse ratisser large. Et on voit aussi les écueils, les rejets familiaux, les tentatives de rapprochement avec les autres, la difficulté de vivre dans un monde qui a changé ses prérogatives, donc la solitude urbaine, les relations via le web. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé et entre autres, un syndrome post-traumatique qui n'appartient pas à toutes les personnes VIH, mais qui appartient à quelques personnes et probablement pour toutes sortes de raisons, ces gens-là tombent dans une consommation. Ça aurait pu être l'alcool, mais comme on était aujourd'hui et que je voulais parler de ce qui se passe maintenant dans la communauté, ben, j'ai choisi que le narrateur ait une plongée dans le monde de la toxicomanie, notamment le crystal meth. Crystal meth qui est quand même un fléau dans nos communautés, doit-on dire. Oui. Cela dit, bon, c'est un roman, oui, c'est pas Jojo tout ce qu'on lit dans le roman, mais il est très intéressant à lire. Et justement, parle-moi un peu de comment tu t'y es pris pour raconter cette histoire-là, parce que c'est pas un roman figé. Le style est assez ouvert. Hein? Ben, en fait, c'était ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas tant le sujet, parce que le sujet, je l'avais déjà, mais c'est la forme.
de quelle manière je vais m'y prendre pour raconter ça. En fait, j'ai été chanceux. Il y a eu plusieurs événements qui sont arrivés dans ma propre vie à moi, c'est-à-dire la réception d'un post sur Facebook de quelqu'un que je connais qui m'a envoyé un tableau de Van Gogh qui peignait un de ses amis qui était debout dans la nuit étoilée, un symbole de résilience. Et donc, tout de suite, ça m'a interpellé. Ça m'a donné une des clés pour entrer dans le roman. C'est-à-dire, j'ai essayé de me servir du vocabulaire interne du tableau, référence aux étoiles, aux galaxies, aux trous noirs. Tout ça, ça vient du tableau de Van Gogh. Et aussi de parler de la résilience et de la fragilité. La résilience, ce n'est pas être fort, c'est être fragile, mais avoir l'espérance de continuer. Donc, il y avait ça dans l'idée du roman. Il y a aussi eu le nombre de chapitres, les 42 chapitres, parce que j'avais lu quelque part que Van Gogh avait fait 42 autoportraits de lui-même. Et donc, j'ai fait un épilogue, un prologue, un épilogue. J'ai mis 42 chapitres. Je me suis mis des challenges formels. Et puis, toutes sortes d'autres choses. Étant donné que je voulais parler de la dépendance au web ou même aux écrans, ben, j'ai consommé énormément de séries sur Netflix, tout ça pour avoir des références. Et j'ai même intégré des liens URL dans la version électronique et aussi dans la version papier parce que je voulais que ça symbolise aussi quelque chose, une marque, une cicatrice, quelque chose de marquant. Et je me suis interrogé beaucoup sur le sens du changement. Donc, il y a tout un chapitre où je questionne qu'est-ce qui a changé avant, qu'est-ce qui a été déterminant dans la chute du mur de Berlin, parce qu'il y a une partie du roman qui se passe à Berlin. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que c'était cette date-là qui a été le changement, alors que finalement, ça s'est passé probablement bien avant et bien après, et que dans tous les changements possibles que de la vie d'un homme ou d'une société, il y a toujours des avant et des après. Alors, c'est un questionnement sur la fluidité du changement, la fluidité identitaire. Tout ça, c'est un magma de choses et d'autres, mais dont je voulais parler. Oh, que cette deuxième demi-heure d'émission passe vite en bonne compagnie. On s'est fait couper 3 minutes en début d'année, ça paraît un peu. Alors, j'ai le temps de vous dire au revoir, de vous inviter à suivre notre page Facebook @fraîchement jeudi pour y retrouver les capsules et les entrevues que vous entendez pendant les émissions. Et je vous donne, moi, rendez-vous personnellement la semaine prochaine à l'occasion d'une émission spéciale, à l'occasion donc de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ciao!